Le logement outre-mer, pas armé face au changement climatique, c'est ce qu'affirment plusieurs ONG et la Fondation pour le logement. La Fondation évoque des réponses de l'État insuffisantes. Un recours a été déposé devant le Conseil d'État. Nora Palas. Cyclones, inondations, submersion marine ou encore forte chaleur, les catastrophes climatiques menacent de plus en plus de logements, particulièrement en outre-mer. La Fondation pour le logement, ex-Fondation Abbé Pierre, s'associe à plusieurs ONG pour dénoncer un plan gouvernemental jugé largement insuffisant. Selon elle, un Français sur 4 vit déjà dans une zone inondable, 450 000 logements sont menacés par l'érosion du littoral d'ici 2100 et un tiers des logements deviennent de véritables bouilloires thermiques dans les mois les plus chauds. Les territoires ultramarins sont particulièrement exposés, comme l'a montré le cyclone Chido à Mayotte. Et dans ce département, la Fondation alerte sur les cas des habitants des bidonvilles qui n'ont pas les moyens d'adapter leur logement. Les associations réclament aussi une réforme profonde de la politique du logement pour mieux protéger les populations face au dérèglement climatique. Face à l'actu, l'invité café. Avec nous en studio, Martine Leroux, bonjour. Bonjour. Membre du collectif Stratégie Résilience, vous organisez une rencontre cet après-midi avec les agriculteurs à la ferme Lacouat au Gros-Morne. Rencontre durant laquelle vous leur direz comment s'adapter au changement climatique, comment s'adapter justement. Eh bien, cette rencontre alors sera faite en partenariat notamment avec Météo France. Météo France, c'est, je le rappelle, Monsieur Palani, docteur en géographie, qui est aussi responsable R&D à la direction Antilles-Guyane de Météo France, qui va nous expliquer en fait la trajectoire de réchauffement de référence au changement climatique, comment on la traduit sur nos espèces. C'est ce qu'on appelle les techniques d'agroclimatologie, c'est-à-dire que, eh bien, quels sont les impacts de ce qu'on a prévu en termes de nombre de jours de sécheresse, nombre d'extrêmes qui augmentent, moins de pluie. Quels sont les impacts sur les floraisons, sur les fructaisons, sur toutes nos espèces qui nous nourrissent et comment est-ce qu'elles vont vivre ça? Et comment les agriculteurs justement peuvent s'adapter? Eh bien, juste déjà par la connaissance de ça, par la compréhension, parce qu'ils l'expérimentent déjà. Ils l'expérimentent depuis un bon moment, puisqu'on le voit, le vivant, c'est le premier à être affecté par tous les changements qui sont en train de se passer. Et donc, eux-mêmes ont déjà expérimenté des techniques. Je pense par exemple à la tomate, je pense par exemple à l'igname, toutes ces espèces qui ont du mal à pousser. Et en fait, donc, nos agriculteurs ont expérimenté des techniques. La plus répandue, c'est quand même l'agroécologie. Les techniques beaucoup plus respectueuses des sols. Mais l'agroécologie, c'est un grand terme. En son sein, il y a beaucoup d'expérimentations, à la fois pour le travail du sol, à la fois pour le travail des espèces, à la fois pour des expérimentations qui peuvent marcher un jour et ne pas marcher demain. Il faut rappeler aussi que nous sommes dans un contexte très complexe pour les agriculteurs en agroécologie, comme le rappelait Monsieur Cormin à l'instant, avec des aides qui sont dispensées de manière très difficile pour eux, et ils sont parfois obligés d'avoir plusieurs métiers pour arriver à s'en sortir. Mais qui dit agroécologie dit faire normalement avec ce que la nature nous offre, mais quand elle nous offre moins, comme en temps de sécheresse en ce moment, on fait comment ? Eh bien justement, c'est de ces techniques dont on va parler pour arriver à préserver les sols, utiliser des différents étages forestiers pour arriver à s'en sortir. Et il faut venir et écouter en fait ceux qui expérimentent ça au quotidien, nous raconter. Nous en avons, Martinique. Nous en avons. Et alors, est-ce qu'ils sont nombreux ? Oui, ils sont nombreux. Est-ce qu'ils sont très visibles ? Non, ils sont parfois peu visibles. Mais par contre, ils le font depuis longtemps. Et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que depuis longtemps, on pratique une agriculture vertueuse chez nous. On pratique aussi depuis très longtemps la monoculture et d'autres agricultures beaucoup plus extensives, beaucoup plus qui exercent beaucoup plus de pression sur la terre. Et ça, il ne faut pas s'en cacher. Mais depuis longtemps, il y a des initiatives comme Enfam. Enfam, ça fait plus de 40 ans qu'il existe. Il y a qui est pour la souveraineté alimentaire. Je pense à monsieur comment il s'appelle ? Dans le Nord. J'ai perdu son nom, excusez-moi. Tonton Léon, voilà, Tonton Léon. Et plein d'autres initiatives. Nous, on travaille beaucoup aussi avec l'écolieu de Tivoli. Il y a Lacouat sur la ferme sur laquelle on sera, où il va nous expliquer. On va arpenter son modèle justement pour voir. Mais tout ça, en fait, c'est aussi une grande question d'accès au foncier, une grande question de justice au foncier, une grande question de vulnérabilité. Et il faut le rappeler, par notre modèle dans lequel on vit. Notre Martinique qui est plongée dans une économie de plantation, qui ne nous permet pas de trouver facilement des solutions. Malgré ça, on a des solutions quand même en nous. Est-ce que ça veut dire qu'on produira moins ?
Cela signifie que partout, et pas nous seulement, partout sur la planète, la production est beaucoup plus complexe. Et effectivement, beaucoup moins sortent. Surtout que là, nous sommes dans un contexte, je le rappelle, de polycrise. Ce concept a été développé par monsieur Edgar Morin. Cela signifie en fait que des crises ailleurs sur la planète nous impactent. La guerre au Moyen-Orient bloque actuellement 20% du pétrole, 20% du gaz, un tiers des engrais. Donc, affecte toute l'agriculture conventionnelle. Comment, je rappelle, ce blocage, ça fait à peu près 2 mois que ça dure. Les premiers impacts, on les a eus sur le prix de l'essence, mais les premiers impacts en termes de quantité, moins disponibles, on les aura maintenant. Donc, petit à petit, ça va réussir, ça va nous arriver. Cela couplé à un climat qui est beaucoup plus dur, qui ne nous permet pas, en fait, mais vous savez, les plantes, elles ont besoin de conditions qui leur permettent de porter des fruits, de ne pas s'épuiser, d'avoir des sols qui leur permet en fait d'en tirer les nutriments. Et tout cela, si ce n'est pas réuni, c'est beaucoup plus difficile pour elles de s'en sortir. Mais cela veut dire, si je vous entends bien, la fin de l'autonomie alimentaire vers laquelle beaucoup voudraient tendre ? Non ? C'est peut-être une des occasions. C'est peut-être justement une occasion de se saisir de toutes ces problématiques pour accélérer cette souveraineté alimentaire. Et mais voir si moins. Alors, c'est très complexe parce qu'en fait, on peut manger ce qu'on produit. On produit moins, mais de quoi ? On mange moins, mais on mangerait quoi ? On serait prêt à manger quoi ? Il y a plein de zébrasiers, par exemple, qui sont très nourricières. On a des protéines végétales en Martinique. On a de quoi nous nourrir. Est-ce que l'on accepterait de se nourrir avec cela ? C'est différent. Quand on regarde, par exemple, en ce moment, il y a des arbres chargés de mangue. Bientôt, il y aura des arbres chargés en fruits à pain. Comment est-ce que on fait pour mieux maintenir cette production, mieux la manger, mieux s'en approprier localement et pouvoir à la fois à ce que les agriculteurs tiennent compte des grands enjeux, tiennent compte du climat, comme le dit Renaud de la COUA d'ailleurs, puissent répondre justement en termes de quantité, en termes de qualité, à des urgences de crise et pouvoir produire avec beaucoup moins d'eau, puisque c'est le cas, ce sera le cas de plus en plus, on aura de moins en moins d'eau disponible, et à la fois effectivement entrer dans une souveraineté alimentaire dont on a absolument besoin, parce que je le rappelle, ces polycrises auront un impact précis. Alors on le verra peut-être en 2026, mais c'est sûr qu'on le verra en 2027. Moins de nourriture va arriver à travers les conteneurs, et on aura de plus en plus et elle sera beaucoup plus chère. Donc, mais il les faudra trouver des agriculteurs, solutions. justement, ont les moyens. Est-ce que ça ne risque pas de coûter un peu plus cher ? Les pratiques auxquelles vous faites allusion ? Les pratiques conventionnelles, ce qu'on appelle les pratiques conventionnelles, qui font appel à des engrais, c'est clair qu'elles coûteront de plus en plus cher parce qu'elles demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de pétrole et beaucoup d'intrants, donc engrais, etc. Tout ça, je vous l'ai dit, c'est moins disponible. Il y a une quantité qui ne passe pas par le détroit d'Ormuz et donc qui n'arrive pas. L'agroécologie est une excellente réponse à ça. Par contre, plus cher ? Eh bien, vous savez, c'est jamais binaire comme ça. Il y a des choses qui seront plus chères. Tout ce qui fait appel, par exemple, je vais vous dire, il y a des personnes qui, pour ne pas utiliser de produits, couvrent leur sol avec des substances qui font appel à du plastique. Enfin, c'est pas tout à fait en plastique, mais vous voyez les grands revêtements. Ça utilise les technologies du plastique. Et ça a augmenté en prix. Donc oui, il y a plein de choses qui vont augmenter en prix. Maintenant, c'est à nous de trouver justement et de développer des solutions qui soient peut-être aussi, je le répète souvent dans les déclics, c'est faire appel aux anciens. Parce que nos anciens vivaient dans des moments très contraints et ont su développer des choses qui, justement, sont peu coûteuses en matière et en énergie. Donc, c'est aussi faire appel à tout ce qu'on a en nous et tout ce qu'on arrive à développer en nous. Martine L'Heureux du collectif Stratégie Résilience, à l'initiative donc de cette rencontre cet après-midi avec les agriculteurs à la ferme La COUA au Gros-Morne. C'est à partir de 14h30 à 18h, c'est gratuit et vraiment venez parce qu'il y aura donc un temps d'échange sur l'agroclimatologie, sur les projections climatiques et l'impact sur les plantes. Il y aura un temps d'échange sur les polycrises, sur la place du citoyen dans l'agriculture, un temps d'arpentage de la COUA pour comprendre ce qu'il fait, comment il le fait et qu'on puisse s'inspirer les uns des autres pour s'améliorer ensemble et un temps très important de témoignage et de science participative. La science
science n'est pas un moyen de domination. La science doit absolument être au cœur de nos expérimentations citoyennes. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'avoir répondu à ces questions. Et on rappelle donc le rendez-vous, rencontre avec les agriculteurs autour et donc de l'agriculture et du changement climatique. Ce sera à partir de 14h30 à la ferme L'Aqua au Gros Morne. Merci encore. Merci.